commence avec un extrait de Marilyn Monroe qui chante Bon anniversaire à John Kennedy, je pense. À John Kennedy, c'était en mai 1962. Ouais. Et ce sera bien sûr l'objet de notre chronique parce que en fin de semaine, en fait, le 4, la mort de Marilyn Monroe, c'est entre dans la nuit du 4 au 5 août 1962. Donc, on va fêter le 50e anniversaire. En fait, on va souligner, les cinéphiles vont souligner le 50e anniversaire de la mort de Marilyn Monroe. Une mort qui reste encore nimbée d'un certain mystère. Beaucoup de gens continuent de croire qu'il y aurait eu un complot dans la mort de Marilyn Monroe. Ben, la mort de Marilyn Monroe et la mort de John Kennedy, il y a la théorie du complot est inépuisable. C'est ça, exactement. C'est tout à fait inépuisable. Et tu sais que Marilyn Monroe fait partie de ces gens qui ont atteint une sorte de statut planétaire avec leur mort, comme peu de gens l'ont connu. Hein. On peut dire, bon, il y a Elvis Presley, bien sûr, Marilyn Monroe, il y a JFK, tu l'as mentionné, et puis peut-être James Dean, mais c'est un club très, très sélect de ces gens. Il y a Macaire aussi dans Quelle famille, dont on... qui ont atteint un peu ce statut de façon extraordinaire. Et souvent, c'est lié à la mort de ces gens-là, parce que dans une Amérique où on refuse de voir mourir nos idoles, la mort prématurée de ces artistes, James Dean, Elvis Presley ou Marilyn Monroe, évidemment, c'est un peu une porte ouverte. Ça prête flanc à toutes sortes de commentaires. Et évidemment, c'est la porte ouverte sur la théorie du complot. Bon, alors, est-ce qu'on pourrait peut-être expliquer, parce que d'abord, elle s'appelait pas Marilyn Monroe, là, c'était pas son vrai nom. Pour les gens qui nous écoutent et qui, pour eux, Marilyn Monroe n'est rien d'autre qu'une image du pop art. Oui, avec la jupe qui se soulève au passage d'une rame de métro. Oui, exactement. Donc, on va en parler de ça aussi. Donc, Marilyn Monroe, comme tu l'as mentionné, son véritable nom était Norma Jane Baker. Elle est née en 1926 à Los Angeles. Et puis, la mère de Monroe, d'ailleurs, c'était le nom de fille de sa mère, qu'elle va prendre plus tard. Marilyn Monroe, donc la mère souffrant de problèmes de santé mentale, va se retrouver un peu ballottée dans différentes familles. C'est une enfance assez misérable. Et puis arrive la Deuxième Guerre mondiale où là, on engage des jeunes femmes dans des usines d'armement. Ouais. Pour Marilyn Monroe, c'est un peu, pour Norma Jane Baker, c'est le moyen de sortir un peu de ce marasme qui est sa vie à ce moment-là. Elle trouve un emploi dans une de ces usines. Elle retrouve un ami d'enfance, un certain Dougherty, qu'elle va épouser. Mais évidemment, Marilyn, qui a grandi à l'ombre un peu des studios d'Hollywood, rêve de devenir une reine du grand écran. Et puis voilà qu'après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, elle va se divorcer, se séparer, et elle va prendre la route des studios d'Hollywood. Elle est déterminée à se faire reconnaître par les studios et devenir une star. Et ça se fait assez rapidement. Hein. Donc, déjà en 1947, on commence à lui confier des petits rôles. Comme à l'époque, la mode est aux blondes platines, bien sûr, Marilyn Monroe va se faire décolorer les cheveux. Et puis, elle va prendre le nom de Marilyn Monroe à ce moment-là. Et puis, rapidement, elle va connaître une certaine consécration. Là. Elle passe de petit rôle en petit rôle et puis soudain, après 2 ou 3 ans, on reconnaît son visage. Et les années 50, bien sûr, c'est la consécration. Elle va tourner dans des films qui sont devenus aujourd'hui des références dans le domaine du cinéma. On pense à, par exemple, Les hommes préfèrent les blondes, Comment épouser un millionnaire. Et bien sûr, 1955, cette fameuse scène dans 7 ans de réflexion où elle se trouve là, sur une trappe de sortie d'air du métro et qui soulève sa robe et elle dit « Ah, enfin de l'air frais » ou un truc comme ça, qui va devenir sans aucun doute l'une des scènes les plus marquantes de toute l'histoire d'Hollywood. Donc voilà qui est un peu ce personnage de Marilyn Monroe. Elle est un sexe symbole. Elle représente un peu l'idéal féminin dans les années 50, mais c'est un petit peu, lorsqu'on va faire un bond dans le temps, on va arriver aux années 60, et là c'est un peu la déchéance. Hein. La reine est un peu déchue, et là c'est un peu une descente aux enfers qui va conduire éventuellement à son décès. Donc on se replace, on est en 1960. À ce moment-là, Marilyn Monroe en est à son 3e mariage. Elle a été mariée avec ce certain Dougherty dans les années 50, un court mariage avec le célèbre joueur de baseball Joe DiMaggio. Joe DiMaggio, ouais. Et puis ensuite, on la retrouve là entre 1956 et 1961. Elle est mariée avec Arthur Miller, l'écrivain et auteur de pièces, dramaturge. Miller, d'ailleurs, qui aura plutôt des commentaires négatifs à propos de Marilyn Monroe. Il va dire « Elle nous a épuisés, moi et mon talent. C'était un véritable monstre égocentrique et narcissique. » Donc, c'est un peu en ces termes qu'il décrit Marilyn. Et c'est un peu comme ça également qu'on l'aperçoit au début
début donc des années 60, rien ne va plus dans la vie de Marilyn. Ses derniers films ont connu un succès mitigé au grand écran. C'est une femme qui est devenue excessivement instable. Elle a des hauts et des bas. Ses retards sont tout à fait légendaires. Les studios de la 20th Century Fox menacent finalement de mettre un terme à leur contrat. Certains de ses films, certains de ses tournages sont suspendus justement à cause de ces irrégularités sur les plateaux de tournage. Et puis donc, en 1961, elle va divorcer de Miller, mais évidemment, son statut lui permet quand même de côtoyer les grands du cinéma, et c'est à travers ces grands, elle va rencontrer donc, elle est en relation avec le Rat Pack. Qui est ce Rat Pack? C'est Frank Sinatra, bien sûr. Ben voilà, c'est un groupe qui fait un peu les belles heures de Las Vegas. C'est un groupe d'entertainers qui est composé de Frank Sinatra, Dean Martin, Joey Bishop, Peter Lawford et Sammy Davis Jr. aussi. Ouais. Et à travers ces gens-là, faut bien le mentionner, Peter Lawford, c'est le cousin, en fait, c'est le gendre de JFK. Il a épousé la sœur de JFK. Et évidemment, Sinatra est un ami intime des Kennedy. Et à travers eux, donc à travers le Rat Pack, Marilyn Monroe va faire la connaissance de JFK et de Robert Kennedy. Dont on dit qu'elle va devenir la maîtresse de JFK. Voilà. Donc, à partir de 1900, donc, ce qu'on a entendu, l'extrait en début de chronique, c'est à l'anniversaire du président Kennedy, en mai 1962. Donc, Marilyn va se présenter au Madison Square Garden en retard. Elle va chanter ce Happy Birthday qui laisse évidemment supposer une sorte de connivence avec le président. Ça va faire beaucoup parler. Et déjà là, à ce moment-là, il y a une rumeur qui voudrait que Marilyn entretienne des liens amoureux avec JFK ou encore avec Robert Kennedy. Faut replacer aussi que Robert Kennedy est pas non plus, même s'il n'est pas le président, il tient un poste excessivement important. Il est le district attorney des États-Unis, ce qui représente un peu, on pourrait comparer ministre ici, de Justice, c'est le ministre de la Justice fédérale. Ou procureur général plus. Ouais, procureur général. Bon. Donc ce sont des postes très importants. Et là, Marilyn donc côtoie ces gens-là. Mais sa vie est tout à fait chaotique. Et là, on arrive finalement à cette période, ce mois d'août 1962. On est au début du mois d'août. Et je sens qu'on va prendre une pause. On va faire une pause et tout de suite après... La mort de Marilyn. Le mystère avec Christian Page. Toujours avec Christian Page qui nous raconte ce mystère entourant la mort de Marilyn Monroe. Donc, tu nous as fait un peu la genèse de sa carrière. Voilà. Et là, on arrive à cette fameuse nuit du 4 au 5 août 1962. Et c'est la tragédie. Ouais. Donc, Marilyn à ce moment-là, c'est une femme excessivement instable. Elle est suivie par les médecins. On lui donne des médicaments. En fait, elle est tellement problématique que son médecin traitant, le docteur Greenson, a demandé à ce qu'elle ait à son chevet 24 heures sur 24 une infirmière, Eunice Murray, qui va jouer un rôle important dans l'histoire de Marilyn. Donc, il y a cette infirmière qui est continuellement présente à la maison que Marilyn occupe dans le quartier de Brentwood, un quartier huppé de Los Angeles. Donc, on est ce 4 août 1962. Pour Marilyn, depuis quelques semaines, les choses vont un peu mieux. Pour utiliser l'expression québécoise, je te dirais, elle s'est calmée le pompon un peu, là. Donc, à ce moment-là, les studios Universal la 20th Century Fox ont rétabli les liens avec Marilyn. On propose de reprendre ses tournages. Elle est de meilleure humeur. Les choses vont un peu mieux. Donc, ce jour-là, le 4 août 1962, elle reçoit à la maison des amis à elle, son agent, etc. Tout semble aller très, très bien. En début de soirée, comme le fait souvent Marilyn, parce qu'il faut bien comprendre, on est à une époque, parce que ça va jouer un rôle important, on est à une époque où on n'a pas encore le téléphone sans fil. Ouais. Donc, Marilyn a fait installer, c'est une femme qui passe énormément de temps au téléphone, elle a fait installer un téléphone dans le grand hall de sa maison, une maison de location, là, comme je l'ai mentionné, dans le quartier de Brentwood, et il y a un fil qui lui permet de se promener avec le téléphone partout dans la maison. Et comme elle le fait presque chaque soir, elle prend le téléphone et elle entre dans sa chambre et ferme la porte derrière elle. Donc, on voit le fil là, qui passe sous la porte et il y a de la lumière dans la chambre de Marilyn. On sait que ce soir-là, vers 19h30 à peu près, elle s'est entretenue avec le fils de Joe DiMaggio, donc Joe DiMaggio Jr. Et elle était plutôt de bonne humeur. Ils ont parlé de tout et de rien. Ils ont plutôt rigolé. Donc, elle semblait en forme, mais tout à fait, rien ne semblait présager le drame qui allait se jouer ensuite.
vers 19h30, elle parle à Peter Lawford, l'un des membres du Rat Pack, mais qui est également, comme je l'ai mentionné, le beau-frère du président Kennedy, de Robert Kennedy. Et Peter Lawford l'appelle, il est à peu près 19h30, il lui propose de l'inviter à une réception qu'il compte faire chez lui pour l'anniversaire de sa femme. Et là, il trouve Marilyn excessivement perturbée, très instable, et elle lui dit: je vous fais mes adieux, faites mes adieux à votre femme et faites mes adieux également au président et à Robert Kennedy. Et tu le sais, lorsque l'on fait nos adieux, il y a quelque chose d'un peu définitif là-dedans. Ben oui. Et elle raccroche. Lawford, qui est tout à fait mal à l'aise avec ça, va essayer de rappeler entre 19h30 et 20h30. Il n'obtient pas la ligne. Finalement, en utilisant un autre numéro, il va réussir à rejoindre Madame Murray, la fameuse infirmière qui vit chez Marilyn. Et elle va lui répondre à ce moment-là qu'elle voit la lumière sous la porte de la chambre de Marilyn. Il y a toujours le fil de téléphone. Et au cours des dernières minutes, elle a entendu des éclats de voix. Donc, pour elle, tout va très bien. Marilyn est encore en conversation téléphonique. Lawford se satisfait de cette réponse, et voilà, à partir de là, on tombe dans l'incertitude. Parce que là, il y a des témoignages qui vont être très contradictoires. Madame Murray raconte qu'elle est allée se mettre au lit. Ouais. Elle s'est relevée, au départ, elle va dire, vers minuit. Elle a constaté qu'il y avait toujours de la lumière sous la porte de Marilyn et le fil de téléphone. Elle frappe à la porte, elle n'obtient pas de réponse, elle est inquiète. Elle va contacter le docteur Ralph Greenson, qui habite à quelques pâtés de maison de là. Lui va se rendre sur place. Comme il n'obtient pas non plus de réponse, il va prendre un tisonnier, faire le tour de la maison, briser une fenêtre, pénétrer dans la chambre de Marilyn. Elle est étendue sur son lit, nue. Un simple drap couvre sa nudité, la main sur le téléphone. Et pourtant, le coup de téléphone à la police de Los Angeles est reçu pour la première fois à 4h25 cette nuit-là. Donc, s'ils ont trouvé le corps vers minuit, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ouais, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Alors, quand les policiers vont poser cette question-là, d'abord, le docteur Gregson et Madame Murray vont dire, on a appelé les studios, on a appelé les agents de Marilyn. Donc, bref, le tout Hollywood était au courant de la mort de Marilyn avant la police. Mais ça tombe mal, on a oublié d'appeler la police. Oui, mais ça fait on la trouve morte, mais on n'appelle pas la police. Mais ça fait quand même très long, ça. Fait que là, finalement, Madame Murray, le docteur Greenson vont changer leur version. Finalement, ils n'auraient pas trouvé le corps entre minuit et 1h du matin, mais plutôt entre 2h et 3h du matin. Ah, tiens, OK. C'est quand même curieux, hein. Quand on se lève la nuit, je pense que le premier réflexe, c'est de regarder sur notre cadran ou notre montre pour savoir quelle heure il est. Mais eux, visiblement, ni l'un ni l'autre ne l'a fait. Quoi qu'il en soit, les policiers arrivent sur place, il est à peu près 4h30, on constate que Marilyn, il n'y a aucun signe vitaux, elle est envoyée à la morgue du comté, où là, elle est autopsiée le lendemain matin par un docteur qui s'appelle le docteur Thomas Nagochi. Le docteur Nagochi, faut bien le mentionner, à ce moment-là, il est un jeune médecin coroner, mais ce fameux Nagochi va devenir le médecin le plus célèbre d'Hollywood. Il va faire l'autopsie de Marilyn Monroe. Des années plus tard, il va faire l'autopsie des victimes de Charles Manson, donc Sharon Tate et compagnie. C'est lui qui va faire l'autopsie de Natalie Wood. C'est lui qui va faire l'autopsie de John Belushi. Donc, et c'est lui qui va servir d'inspiration au fameux médecin Quincy MD dans la série des années 70 avec Jack Klugman. Donc, Nagochi, à ce moment-là, il est quand même un jeune médecin légiste. Il reçoit Marilyn, il fait l'autopsie. Des prélèvements de sang et de foie sont envoyés pour des analyses toxicologiques. Conclusion, Marilyn est morte par une forte dose de somnifères et de barbiturique. C'est la conclusion, donc suicide probable. Mais dans le rapport de Nagochi, il y a l'élément qui va devenir la pierre angulaire des amateurs de conspiration. Nagochi écrit: dans l'estomac de Marilyn, il n'y avait à peu près rien, il n'y avait aucune pilule. Si Marilyn Monroe est décédée d'une surdose de médicaments, où sont passés ces médicaments, où sont passées ces pilules. Il aurait fallu qu'elle soit piquée ou... Voilà, donc à moins qu'elle ait été piquée ou qu'elle se soit elle-même mise un suppositoire, mais c'est une drôle, tu l'admettras, c'est une drôle façon de se suicider. Bon, donc à partir suicide de par là, suppositoire, on entend rarement ça en fait. Donc à partir de là, on a la théorie du complot. Donc Marilyn aurait été assassinée, et pourquoi on l'aurait assassinée? Il y a plusieurs versions. Elle aurait été assassinée soit sur l'ordre de JFK ou sur l'ordre de Bobby Kennedy parce qu'elle menaçait de rendre public leurs relations privées, leurs écartades amoureuses, et on le sait, ça aurait pu être un scandale un scandale qui aurait amené sans aucun doute l'homme Putschmann, donc le président aurait dû démissionner. On le sait, Bill Clinton ne faisait que fumer des cigares. Oui. Et ça a failli coûter son poste. Donc,
là, à ce moment-là, ça, c'est une des premières théories du complot. L'autre, même Marilyn aurait été assassinée par les services secrets, et notamment le FBI. Parce qu'elle aurait su des choses. Des informations qu'on craignait qu'elle révèle, ou qu'on voulait connaître des choses pour éventuellement faire chanter le président, parce qu'on sait qu'Edgar Hoover dirigeait le FBI, il détestait les Kennedy. Donc, un petit livre noir aurait disparu, qui était le journal intime de Marilyn. Donc, il y a toutes sortes de théories. C'est un peu confus, mais il faut quand même se rappeler que dans l'affaire de Marilyn, le docteur Tom Nagoshi, qui a fait l'autopsie en 1962, pour lui, cette histoire de non-médicaments dans l'estomac n'est pas un mystère. Donc, la pierre angulaire sur laquelle se fondent les tenants du complot est un peu un artifice, c'est un peu un artifice artificiel, disons-le. Il explique comment, lui, l'absence de médicaments? Il explique, en fait, l'inverse l'aurait plutôt surpris. Il dit, lorsque l'on parle de personnes qui consomment des médicaments de façon presque industrielle, comme le faisait Marilyn, très rapidement, le médicament est digéré dans l'estomac, donc il disparaît, et les substances sont envoyées dans l'organisme. Donc, le fait de ne pas trouver de médicaments dans l'estomac de Marilyn n'a rien de mystérieux. Il dit, il y avait quand même une certaine abrasion dans l'estomac qui montre bien qu'il y avait eu une consommation de médicaments, mais qu'on n'ait pas trouvé de résidus de pilules dans l'estomac ne me semble pas mystérieux. C'était sa vision en 1962. En 1982, le district attorney de Californie a demandé une nouvelle enquête sur la mort de Marilyn. Nogochi a été encore une fois interrogé à ce moment-là. Il a récidivé. Plus jeune, le bonhomme, là? Non, il a encore dit, écoutez, j'étais convaincu en 62 que c'est un suicide, j'étais encore convaincu aujourd'hui. Et encore l'an dernier, dans une entrevue télévisée, Nogochi, âgé d'une 83 ou 84 ans, a encore une fois répété qu'il était convaincu que Marilyn était morte par suicide. Cela étant dit, il faut quand même avouer qu'il y a des choses qui sont mystérieuses dans cette mort. Faisons abstraction du rapport d'autopsie. Ce qui semble assez mystérieux dans l'affaire de Marilyn, c'est que d'abord, on a de très nombreux témoignages qui sont contradictoires. On l'a vu, l'histoire des heures à laquelle on trouve Marilyn. Il y a également des voisins de Marilyn qui ont parlé d'un très curieux va-et-vient cette nuit-là dans la maison de Brentwood. Mais pour moi, l'élément le plus marquant, qui ne veut pas dire que Marilyn a été assassinée, mais à tout le moins que sa mort devait certainement arrangé plusieurs personnes. En 1982, je l'ai mentionné, le district attorney de Californie a demandé une réouverture de l'enquête sur Marilyn Monroe parce qu'il y avait toutes ces allégations de conspiration. Et ils ont demandé, puisque Marilyn côtoyait les Kennedy, on le comprend, dès sa mort, le FBI, les services secrets se sont intéressés de près à la mort de Marilyn. En 82, lors de l'enquête du district attorney, il a fait une demande auprès du FBI pour obtenir les documents du FBI concernant la mort de Marilyn, et le district attorney s'est fait remettre des documents censurés. Le FBI a refusé de remettre au district attorney des documents non censurés. Alors, tu t'imagines, c'est un peu comme si comme si la police de Montréal, la Sûreté du Québec remettait des documents censurés au ministre de la Justice. Ben, voyons donc. C'est tout à fait invraisemblable. Dans notre système à nous, ça n'arriverait jamais. Et ça n'a jamais été tout à fait éclairci. Donc, on comprend que les amateurs, je ne suis pas partisan du complot, mais on comprend que les amateurs de complot ont de la viande autour de l'os pour alimenter cette théorie que Marilyn a peut-être été assassinée, ou à tout le moins qu'elle savait des choses pour lesquelles on ne souhaitait pas que ces révélations-là se retrouvent dans les médias. Il y a un auteur aujourd'hui d'un livre qui s'appelle The Science of Crime Scenes, un gars qui s'appelle Max Hook, qui dit que si on avait eu à cette époque-là les capacités scientifiques avec les preuves d'ADN, etc., qu'on a aujourd'hui, on aurait la vérité. D'ailleurs, Nagoshi lui-même reconnaît que l'autopsie a été un peu bâclée. Merci beaucoup, mon cher, de nous avoir raconté cette histoire. Merci, mesdames, messieurs, à vous d'avoir été là. Merci à toute l'équipe pour leur beau travail aujourd'hui. On se reparle demain à compter de midi.